Dans les hauteurs verdoyantes de la Bourgogne, là où les collines se fondent dans le ciel et où le vent fait bruisser les champs de blé comme une mer dorée, se cachait un petit village oublié du reste du monde. Là vivait Étienne Morel, un homme de 33 ans à la carrure imposante et au regard toujours tourné vers la terre. Veuf depuis plusieurs années, il menait une vie austère, entièrement consacrée à sa ferme et à ses bêtes. Les habitants de la région parlaient peu de lui, sinon pour dire qu'il était solide, travailleur, et que la douleur l'avait figé dans un silence dont il ne semblait vouloir sortir. Son isolement, toutefois, n'était pas éternel. Un pacte ancien liait sa famille à celle des Renaud, de simples paysans vivant à quelques vallons de là. Une promesse, faite jadis entre son père et celui de Clémence, devait être tenue. Si le fils Morel restait sans épouse après 30 ans, il prendrait pour femme la fille Renaud, la plus jeune. Personne ne croyait réellement que ce pacte se réaliserait. Mais dans une région où la parole donnée vaut plus que l'or, même les promesses oubliées finissent par trouver leur chemin. Clémence Renaud, âgée de 25 ans, fut donc envoyée à la ferme des Morel sans protester. Elle n'était ni rebelle ni naïve. Elle avait grandi dans la poussière des champs, les mains calleuses et le dos droit, habituée à ne pas se faire remarquer. Elle accepta son sort avec le calme d'une femme qui n'attendait rien d'autre de la vie que ce qu'on lui donnait. Elle ne connaissait Étienne que de nom et n'avait jamais vu son visage de près. Elle savait seulement qu'il avait perdu sa femme très jeune et qu'il n'avait jamais cherché à la remplacer. Le mariage fut organisé rapidement. Sans grande cérémonie, sans musique, sans foule, quelques témoins, un prêtre de passage et le silence des arbres pour bénir l'union. Clémence arriva en fin d'après-midi, assise à l'arrière d'une charrette, les mains serrées sur ses genoux, le visage voilé par une fine mousseline. Elle portait une robe usée mais propre, et son regard invisible sous le tissu restait baissé. Étienne l'attendait devant la porte de la vieille grange, vêtue simplement. Il n'avait pas cherché à rendre ce jour spécial. Pour lui, c'était un devoir, une formalité, presque une gêne. Lorsqu'il leva enfin les yeux vers la silhouette qui s'approchait, il ne ressentit rien de particulier, du moins, pas encore. Le prêtre prononça les mots nécessaires. On échangea des consentements sans passion et le voile resta en place jusqu'au dernier moment, comme l'exigeait la tradition ancestrale du village. Puis, quand les anneaux furent glissés, le prêtre fit un signe discret. Clémence leva lentement les mains et retira le voile. Ce fut là que tout changea. Le monde sembla s'arrêter. Le temps, l'air, les sons. Tout devint flou autour d'elle, sauf son visage. Étienne, d'abord figé, sentit son cœur rater un battement, puis un autre. Il n'avait jamais vu une femme comme elle. Pas une beauté flamboyante, non, mais une beauté calme, presque irréelle, comme un tableau oublié dans une église abandonnée. Ses traits étaient fins, ses yeux d'un gris d'orage, sa peau pâle marquée par le travail mais sans dureté. Elle ne souriait pas. Elle attendait, droite, silencieuse, les yeux dans les siens. Il recula d'un pas. Ce n'était pas ce qu'il avait imaginé. Il s'était préparé à une épouse sans charme, à une paysanne quelconque, utile et docile. Pas à cette femme qui, sans dire un mot, semblait déjà ébranler les fondations de tout ce qu'il croyait figé en lui. Un frisson lui parcourut l'échine, mélange de trouble, d'incompréhension et d'un sentiment plus ancien qu'il ne voulait pas nommer. Clémence, de son côté, ne sembla pas surprise. Elle baissa à nouveau les yeux, prête à suivre le cours qu'on lui avait tracé. Elle n'avait rien attendu, donc rien perdu. Mais pour la première fois depuis des années, quelqu'un s'arrêtait vraiment pour la regarder, pas comme une tâche à accomplir, mais comme un mystère à percer. Le reste de la soirée fut froid. Ils partagèrent un repas en silence, dans la grande cuisine de pierre. Les serviteurs chuchotaient à l'écart, évitant de croiser les regards. Étienne, toujours sous le choc, peinait à formuler une pensée cohérente. Il mangea peu, but à peine, et se leva sans prévenir pour aller dans l'étable, laissant Clémence seule face à une assiette encore pleine. Cette nuit-là, ils ne partagèrent pas le même lit. Il dormit dans la chambre du fond, celle qu'il n'avait pas quittée depuis la mort de sa première femme. Elle, dans l'ancienne chambre des invités, aménagée à la hâte pour l'occasion. Le silence de la maison était si dense qu'il semblait crier. Aucun cri, aucune plainte, juste une attente lourde, indéfinissable, suspendue dans l'air comme une tempête qui n'éclate pas. Dans le noir, Étienne fixait le plafond, hanté par ce visage.
Il ne comprenait pas pourquoi cette femme, qu'il venait d'épouser sans amour, avait réussi en une seconde à fissurer le mur qu'il avait mis des années à construire autour de lui. Et surtout, pourquoi cela l'effrayait autant. Clémence, allongée seule de l'autre côté de la maison, gardait les yeux ouverts. Elle ne savait rien de lui, pas même ce qu'il aimait manger, ni comment il riait, s'il riait encore. Mais elle avait vu son regard se troubler. Et dans ce regard, elle avait perçu une faille. Une faille où peut-être quelque chose pouvait naître. Lorsque l'aube étendit ses premières lueurs sur les champs encore humides de rosée, la ferme des Morel reprit son souffle habituel. Les sabots des chevaux martelaient doucement le sol, les poules caquetaient près du poulailler, et les ouvriers, comme chaque matin, se dispersaient silencieusement vers leurs tâches. Pourtant, au cœur de cette routine apparemment inchangée, quelque chose flottait dans l'air, invisible, mais tangible. Étienne descendit les escaliers de bois sans bruit, comme à son habitude, les traits tirés, le regard dur. Il trouva Clémence déjà levée, assise près de la cheminée, une miche de pain sur les genoux, les doigts couverts de farine. Elle leva à peine les yeux en le voyant entrer. Elle ne sourit pas. Elle ne chercha pas non plus à lui parler. Elle se contenta de lui tendre une tranche de pain encore chaud, puis retourna à sa tâche. Étienne resta figé un instant, incapable de détourner le regard. Son visage, dans la lumière tremblante du matin, semblait presque irréel. Il s'était efforcé toute la nuit d'oublier la sensation étrange qui l'avait envahi au moment où le voile avait été levé. Pourtant, le trouble persistait. Ce n'était pas seulement sa beauté qui l'atteignait, c'était la manière dont elle semblait s'effacer tout en étant intensément présente, comme si sa simple existence venait perturber l'équilibre qu'il avait durement établi depuis la mort de son épouse. Les jours suivants s'écoulèrent sans éclat. Clémence travaillait du lever au coucher du soleil, discrète, efficace et toujours silencieuse. Elle ne posait pas de questions, ne se plaignait jamais et ne demandait rien. Elle s'était glissée dans le quotidien de la ferme comme une ombre douce, effaçant les maladresses de son arrivée avec une dignité surprenante. Elle nourrissait les bêtes, entretenait le potager, raccommodait les vêtements et préparait les repas avec une régularité presque militaire. Pourtant, malgré sa réserve, il y avait chez elle une grâce tranquille, une façon de se mouvoir, de plier les draps, de verser le lait, qui captait l'attention malgré elle. Étienne, lui, l'observait de loin. Il évitait les repas partagés, prétextant des vérifications urgentes dans les granges ou des sorties dans les champs. Il limitait les mots au strict nécessaire, la saluait sans la regarder et s'absentait longtemps, parfois sans prévenir. Les employés de la ferme, bien que discrets, commencèrent à murmurer. Ils avaient reconnu l'homme froid et silencieux, mais jamais aussi agité. Il y avait dans ses gestes une tension nouvelle, dans ses silences un poids supplémentaire. Il paraissait presque fuyant, comme si la présence de Clémence dans la maison l'obligeait à affronter quelque chose qu'il s'était promis de ne plus jamais ressentir. Ce n'était pas de l'hostilité, ni du rejet. C'était autre chose, de plus complexe, de plus enfoui. Il y avait dans les yeux d'Étienne, lorsqu'il croisait furtivement ceux de Clémence, une sorte de lutte interne, comme si sa beauté, loin de l'attirer, réveillait en lui une douleur ancienne. Comme si, à travers elle, il voyait autre chose, une absence, un fantôme. Clémence, bien qu'extérieurement impassible, sentait cette distance. Elle n'attendait pas d'affection, mais cette froideur constante, ce refus même d'échanger une parole anodine, commençait à peser. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait pu faire pour provoquer une telle indifférence. Elle faisait tout ce qu'on attendait d'une épouse dans cette maison. Elle respectait les horaires, les habitudes, les silences. Et pourtant, il semblait qu'elle n'existait pas vraiment à ses yeux, comme si elle n'était qu'une ombre utile, sans consistance, sans nom. Un soir, alors que la maison était plongée dans l'obscurité, elle se glissa dans le bureau d'Étienne pour y déposer un panier de linge repassé. La pièce, peu utilisée depuis la mort de la première épouse, sentait le papier ancien, l'encre séchée et le bois ciré. Sur un coin du bureau, un livre était resté entrouvert. Clémence, sans intention véritable, posa les yeux sur la page puis sur un marque-page glissé entre deux feuillets. C'était une photo, vieillie par le temps, aux bords légèrement pliés. Elle la prit entre ses doigts, lentement. Ce qu'elle vit la figea. Une femme jeune, vêtue d'une robe claire, souriait légèrement à l'objectif. Elle n'était pas identique à Clémence, mais la ressemblance était troublante.
La forme du visage, les pommettes hautes, la bouche fine, les yeux graves, tout rappelait le reflet que Clémence voyait chaque matin dans le miroir. Ce visage, c'était celui d'une autre, et pourtant, c'était presque le sien. Elle reposa la photo à sa place, le cœur serré par une inquiétude sourde. Étienne l'avait vue. Elle le savait maintenant. Mais qu'avait-il vu exactement? Une épouse ou une répétition? Était-elle là pour elle-même ou pour l'image qu'elle évoquait, malgré elle? Le lendemain, Clémence se montra plus silencieuse encore, si cela était possible. Ses gestes étaient les mêmes, mais son regard portait autre chose, une alerte, une question. Elle observait Étienne différemment, cherchant à comprendre ce qu'il voyait vraiment quand il posait les yeux sur elle. Mais lui, fidèle à son mutisme, ne laissait rien transparaître. La beauté de Clémence n'était pas celle qui attend les compliments. Elle ne cherchait pas à séduire. Elle existait simplement, et c'était cela qui déstabilisait. Elle n'était pas une femme de regard, mais une femme de silence. Et ce silence-là, dans cette maison marquée par les souvenirs, devenait de plus en plus impossible à ignorer. Chaque soir, Étienne rentrait plus tard, comme s'il fuyait quelque chose. Et chaque matin, il retrouvait ce même regard calme, ces mêmes gestes précis, cette présence qui ne demandait rien, mais semblait tout exiger. Il commençait à comprendre que l'éloignement n'apaiserait rien, que plus il s'enfuyait, plus elle prenait racine. Ce n'était pas de l'amour, pas encore, mais c'était une faille, une brèche ouverte dans le mur de pierre qu'il avait dressé autour de lui. Et dans cette brèche, une silhouette silencieuse avançait sans bruit, sans armes, sans parole, mais avec une présence si forte qu'elle semblait déjà avoir tout changé. Les jours devinrent des semaines, et la routine de la ferme, bien que rythmée par les saisons, fut profondément modifiée par la présence discrète mais constante de Clémence. Dès l'aube, elle parcourait les couloirs de la maison avec la légèreté d'un souffle, accomplissant chaque tâche sans jamais attendre d'instructions. Elle connaissait déjà les besoins des animaux, les habitudes des ouvriers, les préférences de chacun pour le repas du soir. Elle n'interrompait jamais, ne posait pas de questions inutiles, et pourtant tout autour d'elle semblait mieux fonctionner. Les murs autrefois froids de la bâtisse respiraient à nouveau un semblant de vie. Mais cette vie, elle la portait seule. Étienne, fidèle à sa manière, restait distant. Sa voix rare ne servait qu'à commander ou commenter ce qui était nécessaire à la ferme. Il évitait toujours les repas en commun. Lorsqu'il croisait Clémence, il se contentait de hochements de tête ou d'un bref merci lorsqu'il ne pouvait l'éviter. Il ne la maltraitait pas, ne haussait jamais le ton, ne la rabaissait pas. Mais son silence était une barrière constante, faite de regards fuyants, d'absence de gestes et d'un détachement presque mécanique. Il semblait tenir à distance cette femme qui, pourtant, partageait désormais son toit, ses repas et son nom. Les ouvriers de la ferme, plus attentifs qu'ils ne le croyaient, notèrent cette étrange tension. Ils connaissaient Étienne depuis des années. Ils avaient vu son regard durcir après la mort de sa première épouse, son dos se voûter sous le poids du chagrin qu'il refusait d'exprimer. Mais jamais encore ils ne l'avaient vu ainsi, inquiet, fuyant, presque nerveux lorsqu'il passait près de Clémence. Il n'osait rien dire, bien sûr, mais les chuchotements commençaient à circuler, discrets comme le vent entre les vignes. Certains pensaient qu'il regrettait ce mariage arrangé, d'autres murmuraient qu'il s'agissait d'un châtiment que le destin lui imposait pour avoir trop aimé trop tôt. Clémence, elle, ne comprenait pas. Elle ne cherchait pas à séduire, mais elle n'était pas insensible à l'indifférence. Chaque jour passé dans le silence d'Étienne devenait une épreuve intérieure. Elle aurait préféré un cri, un reproche, même une colère injuste, tout sauf cette absence d'émotion. Ce vide entre eux était plus lourd que n'importe quelle haine. Elle se demandait ce qu'elle représentait réellement pour lui. Était-elle simplement un outil de convenance, une épouse de devoir utile à la gestion de la maison? Avait-elle fait quelque chose de travers? Était-ce sa façon de marcher, son ton de voix, son silence qui lui pesait? Une nuit, alors que le vent soufflait fort sur les volets, elle resta éveillée plus longtemps que d'habitude. Elle descendit dans la cuisine, pieds nus sur les tomates froides, et chercha du regard un peu de chaleur. La maison était endormie. Dans un réflexe inexplicable, elle tourna la poignée du bureau d'Étienne. La porte n'était pas verrouillée. Elle entra, lentement, observant chaque détail avec prudence. La pièce semblait figée dans un autre temps. Rien n'avait changé depuis des années, à l'exception de quelques livres déplacés. Elle s'approcha de l'étagère
effleura les dos reliés de cuir, puis ses yeux furent attirés par un volume plus ancien, dont les pages dépassaient. Elle le prit, l'ouvrit délicatement, et la même photo qu'elle avait vue quelques jours plus tôt en glissant du linge réapparut entre les pages. Cette fois, elle ne se contenta pas d'un regard rapide. Elle examina le portrait avec attention. La femme, au sourire presque timide, avait cette lumière dans les yeux que Clémence reconnaissait sans la comprendre. Étienne avait dû l'aimer profondément. Cela se sentait dans la façon dont la photo avait été conservée, à l'écart mais jamais oubliée. Et cette ressemblance, plus elle regardait ce visage, plus elle ressentait un malaise. Ce n'était pas seulement une coïncidence. Les traits étaient trop proches, les proportions trop similaires. Une évidence brutale commença à s'imposer à elle. Elle avait été choisie pour cette ressemblance, pas pour ce qu'elle était, pas pour son cœur, ni son esprit. Elle avait été imposée, mais acceptée parce qu'elle rappelait une absente. Le lendemain matin, elle entra dans la cuisine à l'heure habituelle. Étienne s'y trouvait, chose rare. Il buvait lentement un café noir, le regard plongé dans le vide. Elle s'approcha, hésita, puis, dans un souffle, posa la question qu'elle ruminait depuis la veille. Elle n'utilisa pas de détour, pas d'excuse. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle simplement. Sa voix, calme, masquait mal le trouble profond qu'elle ressentait. Étienne ne répondit pas immédiatement. Il reposa sa tasse, s'éloigna de la table, passa une main nerveuse sur sa nuque, puis il la fixa pour la première fois depuis des semaines. Vraiment. Ce qu'elle vit dans ses yeux la troubla plus encore. Il y avait de la peur. Une peur nue, brutale, qu'il ne parvenait pas à cacher. Et dans un éclat soudain, sa voix monta, tranchante, sèche. Parce que je n'ai pas eu le choix, parce que ce mariage était une dette, parce que je ne voulais pas revivre ce que j'ai déjà perdu. Le silence qui suivit fut plus brutal que la colère elle-même. Il venait de lui avouer sans le dire qu'il voyait en elle une réminiscence de ce qu'il avait aimé, et que cette ressemblance l'effrayait plus qu'elle ne l'attirait. C'était la première fois qu'il montrait quelque chose d'autre que de l'indifférence. Mais ce n'était pas de la tendresse, c'était une douleur à vif, une blessure jamais refermée. Clémence ne pleura pas, elle ne partit pas non plus. Elle resta droite, face à lui, le cœur battant. Ce moment, bien que dur, était peut-être une ouverture, une fissure dans ce mur de silence qui les séparait. Étienne tourna les talons et quitta la pièce sans ajouter un mot, la laissant seule avec ses questions et une certitude nouvelle. Elle ne voulait pas être une ombre du passé, elle voulait exister par elle-même, et pour cela elle allait devoir changer le cours de cette histoire, pierre par pierre. Le lendemain de cette explosion de colère, la ferme semblait plongée dans une tension silencieuse, pesante comme si chaque mur, chaque poutre, chaque dalle avait retenu l'écho des mots d'Étienne. Le bruit des outils, les voix des ouvriers, même les cris lointains des animaux semblaient assourdis par une couche invisible de malaise. Clémence se leva plus tôt que d'habitude. Elle travailla sans relâche, le dos courbé, les bras couverts de terre, les mains plongées dans l'eau froide du puits, comme pour fuir la brûlure des émotions qui l'avaient saisie la veille. Mais malgré tous ses efforts pour garder le visage impassible, ses pensées tournaient en boucle autour de cette photographie, de cette colère, de ce regard qu'il lui avait lancé, mêlé d'accusations et de détresse. Étienne, de son côté, se terra dans les granges et les champs reculés, évitant autant que possible la maison. Il savait que ces mots avaient dépassé ce qu'il aurait voulu admettre. Il savait aussi qu'en parlant ainsi, il avait mis à nu une partie de lui qu'il s'était efforcé de cacher. Mais ce qu'il refusait encore de formuler, même dans le silence de sa propre conscience, c'était que la présence de Clémence le bouleversait bien au-delà de sa simple ressemblance avec la femme qu'il avait perdue. Ce n'était pas qu'une image qu'elle réveillait, c'était un ensemble de sensations qu'il avait cru enterrées à jamais. Et c'était cela qui l'effrayait, bien plus que l'éventuelle répétition du passé. Dans les jours qui suivirent, une routine bancale s'installa. Clémence poursuivit ses tâches comme si rien ne s'était passé, mais avec une détermination nouvelle dans le regard. Elle s'appropria des coins de la maison qu'elle n'avait jamais touchés, déplaça quelques objets oubliés dans des pièces abandonnées, répara une vieille pendule qui ne sonnait plus depuis des années. Chaque geste discret mais intentionnel semblait dire « Je suis ici maintenant, et je ne suis pas une ombre ». Les ouvriers commencèrent à la regarder autrement. Certains la saluaient avec plus de chaleur, d'autres lui demandaient un conseil pour les repas ou les outils. Elle n'était plus seulement la nouvelle épouse du maître.
Elle devenait une figure silencieuse, mais respectée du quotidien. Un soir, alors que le soleil commençait à décliner derrière les collines et que la lumière dorée baignait les fenêtres de la maison, Clémence s'avança vers le potager pour y cueillir quelques herbes fraîches. En passant devant le salon, elle aperçut Étienne assis seul dans le fauteuil de cuir, les coudes sur les genoux, les mains jointes, le regard perdu dans le vide. Elle s'arrêta quelques secondes, puis, au lieu de poursuivre son chemin, elle entra. Il leva les yeux, surpris. Elle n'avait jamais pénétré dans cette pièce sans y être invitée. Il ouvrit la bouche, prêt à lui demander ce qu'elle voulait, mais elle le devança, calmement. « Vous ne m'avez jamais demandé ce que je pensais de ce mariage, » dit-elle. Sa voix était douce mais ferme. Il cligna des yeux, pris au dépourvu. « Je ne vous ai rien demandé du tout, » répliqua-t-il, sur un ton qui se voulait détaché, mais qui trahissait une pointe d'inquiétude. « Justement, » répondit-elle, « vous m'avez prise parce qu'on vous l'a demandé. Vous m'avez regardé comme un problème. Mais moi, je suis venu ici sans rien espérer. Et aujourd'hui, je veux comprendre ce que je fais ici. Pas en tant que fantôme, mais en tant que femme vivante. » Le silence s'installa à nouveau. Étienne se leva, fit quelques pas dans la pièce, les mains crispées. « Je n'ai pas voulu que ce soit ainsi. Je n'ai jamais pensé que cela vous blesserait. » Elle le fixa avec calme. « Mais vous m'avez regardé comme si j'étais coupable de quelque chose, comme si je n'avais pas le droit d'exister à vos côtés. » Il s'arrêta net, se tourna vers elle. Et là, pour la première fois, il parla sans détour. « Elle vous ressemblait. Trop. C'est ce qui m'a frappé quand j'ai vu votre visage. J'ai cru revoir ce que j'avais perdu. Et ça m'a fait peur, terriblement peur. » Il s'assit à nouveau, visiblement ébranlé. « Je ne vous en veux pas. Ce n'est pas vous. Mais j'ai vécu un amour qui m'a brisé, Clémence. J'ai enterré une femme que j'aimais plus que moi-même. Et puis vous êtes arrivée, sans prévenir, avec ce visage, cette même lumière dans les yeux. Et j'ai cru que c'était une farce du destin. » Elle s'approcha lentement. « Je ne suis pas elle, dit-elle simplement. » Il hocha la tête. « Je le sais, mais il m'a fallu du temps pour l'accepter. » Elle s'assit en face de lui, pour la première fois à cette distance, sans barrière. « Alors, il est temps que vous appreniez qui je suis, pas par mes gestes, pas par ma ressemblance, mais par mes choix, par mes silences, parce que je décide de construire ici. » Étienne l'écoutait sans l'interrompre. Il ne baissait plus les yeux. Il la regardait vraiment. Ce regard qu'elle avait tant espéré, ce regard enfin posé sur elle sans la comparer, sans la fuir. Ce soir-là, ils ne partagèrent pas le repas, mais ils partagèrent le silence. Un silence moins lourd, moins hostile. Un silence dans lequel pouvait se glisser, petit à petit, la possibilité d'un commencement. Clémence se retira dans sa chambre plus tard que d'habitude. En fermant la porte derrière elle, elle ressentit un apaisement qu'elle n'avait pas connu depuis son arrivée. Elle n'avait pas conquis son cœur, ni dissipé ses douleurs, mais elle avait affirmé son existence. Et c'était déjà immense. Dans la chambre d'à côté, Étienne resta longtemps immobile, les yeux ouverts dans la pénombre. Il revoyait son visage, non pas celui qu'il avait reconnu, mais celui qu'il venait de découvrir. Il comprenait qu'il ne pourrait jamais effacer le passé. Mais peut-être pouvait-il cesser de le laisser diriger son présent. Le vent de fin d'été glissait entre les feuilles des arbres bordant la ferme, apportant avec lui des odeurs de terre humide, de bois sec et de fenouil sauvage. Les champs, dorés par le soleil, semblaient somnoler sous le ciel clair. Mais à l'intérieur de la maison, une transformation subtile s'opérait. Rien de spectaculaire, rien qui saute aux yeux d'un visiteur distrait. Mais pour ceux qui y vivaient, chaque détail nouveau marquait un pas vers un équilibre en train de naître. Clémence, fidèle à sa décision, ne se contentait plus de remplir les fonctions d'une épouse de convenance. Elle s'était donné pour mission de laisser son empreinte, non pour provoquer ou déranger, mais pour faire exister son passage, sa présence, sa volonté d'appartenir à cette maison autrement que par le simple nom qu'on lui avait donné. Elle commença par les pièces communes. Le salon, longtemps figé dans une poussière presque sacrée, retrouva des éclats de vie, des rideaux lavés, des coussins réparés, un tapis secoué puis étalé à nouveau. Rien de neuf, rien de coûteux. Juste de la lumière retrouvée, des objets déplacés avec soin, des espaces aérés pour respirer à nouveau. La cuisine devint son royaume silencieux. Elle y préparait des pains qu'elle faisait lever à l'aube,
des soupes épaisses aux herbes fraîches, des tartes qu'elle déposait sans un mot sur le rebord de la fenêtre pour qu'elles refroidissent au soleil. Elle n'imposait rien. Elle faisait, simplement. Et ce faisant, elle redessinait peu à peu les contours d'un quotidien trop longtemps figé dans l'ombre. Étienne observait. Il ne disait rien, mais il voyait. Le pain chaud sur la table quand il rentrait tard, les draps changés sans qu'il le demande, la cour balayée le matin, les outils rangés sans bruit après usage. Il l'a surpris un soir à l'extérieur, les pieds nus dans l'herbe, en train de cueillir des fleurs sauvages près du vieux puits. Elle les arrangea dans un vase ébréché qu'elle posa ensuite sur la table du salon, à côté d'un livre qu'il n'avait pas ouvert depuis des mois. Il passa devant sans s'arrêter, mais il vit. Et cette image fugace s'imprima en lui avec une clarté troublante. Ce n'était plus seulement la ressemblance qui le perturbait, c'était cette capacité qu'elle avait de ramener la douceur dans des lieux marqués par l'absence. Cette aptitude étrange à réintroduire la beauté sans prétention dans des recoins que lui-même avait abandonnés. Étienne commençait à sentir, malgré lui, que quelque chose changeait, non pas dans la structure du monde, mais dans la texture de ses journées. Il souriait parfois, sans s'en rendre compte. Il restait quelques instants de plus dans une pièce, à écouter le bruit d'un couteau sur une planche, ou le chant discret de Clémence lorsqu'elle pensait être seule. Ce n'était pas encore de l'attachement. C'était une habitude nouvelle, faite de curiosité, de présence prolongée, de regards qui cessent de fuir. Un soir, après une longue journée de travail dans les champs, il rentra plus tôt que d'habitude. La maison baignait dans une lumière douce, et l'odeur du pain frais se mêlait à celle du romarin. Clémence n'était pas dans la cuisine. Il la chercha du regard et la vit par la fenêtre, assise dans le petit jardin qu'elle avait commencé à cultiver derrière la grange. Elle chantait à voix basse, les mains pleines de terre, un panier à ses côtés. Étienne resta figé. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'un son humain lui avait semblé aussi paisible. Il ne comprenait pas tout de la chanson, mais il comprenait ce qu'elle transmettait. Une forme d'apaisement, un lien entre elle et la terre, entre elle et le moment présent. Il sourit, imperceptiblement, puis détourna les yeux. Il n'était pas prêt, mais il avait vu. Le lendemain matin, sans explication, il annonça qu'il devait se rendre à la ville voisine pour des négociations concernant la vente d'une partie de la récolte. Il ne précisa pas combien de jours il serait absent. Il rassembla quelques affaires dans un sac de cuir, donna des instructions aux ouvriers, puis fit un détour par la cuisine où Clémence préparait le déjeuner. Elle leva les yeux, surprise par sa présence. Il resta un instant sans parler, puis dit simplement « Je serai de retour dans quelques jours. Prenez soin de la maison. » Elle acquiesça sans poser de questions. Il la regarda une dernière fois, comme s'il voulait retenir cette image avant de partir. Puis il franchit la porte. Clémence resta seule dans la cuisine, le cœur troublé. Elle ne comprenait pas tout de cet homme, mais elle sentait que quelque chose en lui avait bougé. Il y avait eu ce regard, ce sourire esquissé, cette absence de froideur. Il ne lui avait pas offert d'excuses, ni de promesses, mais son départ portait une autre couleur. Elle ne savait pas ce que cela signifiait exactement, mais elle savait que ce n'était plus l'indifférence absolue. Les jours sans Étienne furent silencieux mais étrangement légers. Elle s'autorisait de petites libertés, lire un livre à la fenêtre, allumer une lampe à huile plutôt que nécessaire, écouter le chant du vent dans les arbres sans se presser. Elle poursuivit ses gestes quotidiens avec la même rigueur, mais avec une sérénité accrue. La maison, sans la présence imposante de son mari, lui semblait respirer autrement. Non pas parce qu'il était un poids, mais parce que son absence offrait à Clémence un espace inédit, celui de sentir sa place sans avoir à la défendre. Elle ne savait pas combien de temps il resterait loin. Elle ne savait pas non plus ce qu'il ferait de ce temps, ni s'il penserait à elle. Mais dans l'attente, elle poursuivit sa lente transformation de la maison, convaincue que chaque geste comptait, même s'il passait inaperçu. Car si les mots étaient rares entre eux, les signes, eux, s'accumulaient. Les jours s'égrenèrent avec la régularité immuable qui définissait la vie de la ferme. Le va-et-vient des ouvriers, le bruit des tracteurs dans les champs au lever de l'aube, le parfum du foin fraîchement coupé flottant dans l'air tiède, tout reprenait un rythme presque familier. Pourtant, pour Clémence, ces journées que beaucoup auraient trouvées monotones portèrent désormais une promesse cachée. Lorsqu'elle s'occupait des bêtes, qu'elle passait les outils en revue ou qu'elle nettoyait les fenêtres, elle éprouvait un sentiment nouveau, celui de faire partie de quelque chose,
même si cette quelque chose était encore fragile, incertain. Elle n'avait pas encore gagné l'amour ou la reconnaissance d'Étienne, mais elle avait acquis une certitude. Elle existait, non plus comme une simple pièce dans le puzzle, mais comme un élément vivant de cette maison. Cependant, ce sentiment naissant fut bientôt mis à l'épreuve par l'arrivée inattendue de Luc Morel, le frère cadet d'Étienne. Après des années passées en ville, à apprendre les affaires, à fréquenter les marchés, à vivre loin de la ferme, il revenait désormais pour prendre part à la gestion de l'exploitation familiale. Son retour ne fut pas annoncé. Un matin, alors que Clémence remontait de l'étable, les bottes pleines de paille, elle vit un homme de taille moyenne, l'air vif et la démarche assurée, s'approcher depuis le portail. Il tenait une sacoche d'un cuir lustré et à son visage se mêlaient curiosité, fatigue et excitation. Elle reconnut aussitôt Luc, sans jamais l'avoir rencontré auparavant, mais simplement parce que l'on avait souvent prononcé son nom. Il lui adressa un sourire éclatant, lui tendit la main pour se présenter et dit « Je suis Luc, je reviens pour aider mon frère ». Il y avait dans sa voix une chaleur que Clémence n'avait que rarement entendue dans cette maison. Étienne était dans la grange et on l'informa de l'arrivée de son frère tout juste sorti du train de la ville. Il plissa les sourcils, puis hocha la tête. Il avait toujours su que ce jour viendrait, mais ne l'avait pas anticipé avec joie. Luc avait un caractère différent, moins taciturne, plus sociable, moins blessé par la vie qu'Étienne. Il avait appris à se défendre dans des salons urbains, à négocier, à sourire et à paraître. Ici, au milieu des collines, sa vigueur était contrastée par la lenteur des travaux agricoles, mais il ne parut pas déphasé. Il greffa son énergie à la routine, posant des questions, observant, parlant avec les ouvriers. Il salua Clémence avec considération, lui demanda comment elle se portait, complimenta la cuisine qu'elle avait préparée, salua les animaux comme s'il comprenait un secret que les autres ignoraient. Pour Clémence, sa présence fut un souffle nouveau. Elle sentit sans s'y attendre une inclination à lui parler avec plus d'aisance que jamais. Elle lui raconta comment elle avait arrangé les rideaux, comment elle avait remis en route la vieille pendule, comment les fleurs qu'elle avait cueillies avaient égayé la salle à manger. Luc l'écouta, riant parfois, lui posant des questions simples, jamais insistantes, mais toujours sincères. Il ne la voyait pas comme la femme du maître et encore moins comme un reflet du passé d'Étienne. Non, il la regardait comme on regarde quelqu'un que l'on découvre pour la première fois. Et dans ce regard, Clémence sentit qu'elle pouvait être autre chose que l'épouse taciturne. Elle pouvait être elle-même. Étienne, observant la scène depuis l'ombre d'un vieux chêne, sentit une vague de sensations qu'il n'avait pas identifiées auparavant. Il vit Luc et Clémence rire doucement dans l'allée, entendre des mots qui n'étaient pas pour lui, sentir un lien se tisser sans qu'il soit inclus. Une jalousie subtile, presque imperceptible, naquit en lui. Il ne lutta pas contre ce sentiment. Il l'ignora d'abord, pensant qu'il passerait comme tous les autres. Mais il ne passa pas. Au contraire, il s'épaissit, devenant un poids qu'il traînait dans ses pas lors des travaux du jour. Il revint plus tôt dans la maison, entra sans annoncer comme à son habitude, et trouva Clémence et Luc occupés à choisir des graines pour la prochaine semence dans la serre. Il s'arrêta à l'entrée, les observa un instant, puis détourna les yeux et sortit. Clémence nota le changement. Elle ne comprit pas immédiatement qu'il s'agissait de jalousie. Elle crut d'abord qu'il était simplement fatigué, accablé par les nouvelles responsabilités. Mais quand Étienne commença à éviter davantage son regard, qu'il ne salua plus les ouvriers, qu'il demeura replié sur lui-même, elle envisagea l'hypothèse qu'un lien plus fort se tissait entre Luc et elle. Non par design, non par choix, mais par la facilité de la distance différente d'un frère à un homme marié. Elle se demanda si cette nouvelle dynamique pouvait lui faire du bien ou du mal. Elle savait qu'elle ne voulait ni conflit ni drame. Elle voulait simplement trouver sa place. Et pourtant, elle comprit que la présence de Luc avait changé la donne. Une nuit, après un repas frugal, Clémence sortit dans le jardin pour respirer l'air frais. Luc l'y suivit. Ils parlèrent calmement, de choses légères, la ville qu'il avait quittée, ses projets, son souhait d'apprendre les rouages de la terre. Puis, plus doucement, il lui demanda « Êtes-vous heureuse ici ?» Clémence leva les yeux vers le ciel sombre sans répondre immédiatement. Puis elle dit « Je ne sais pas encore ». Cette réponse, si brève soit-elle, fit naître chez Luc une émotion visible. Il la regarda avec une attention nouvelle. Il ne dit rien de plus ce soir-là, mais le silence qui suivit fut chargé de sens.
Le lendemain, Étienne les surprit au petit déjeuner. Il vit Luc s'effacer légèrement lorsqu'il passa près d'eux. Clémence les remarqua mais ne commenta rien. Elle ressentit un tiraillement interne, gratitude envers Luc pour sa bienveillance, mais culpabilité pour ce qu'elle ne contrôlait pas. Étienne, de son côté, ressentit une inquiétude qu'il ne savait nommer. Il se demandait s'il désirait un affrontement, s'il désirait protéger ce qu'il avait, ou bien se résigner à perdre ce qu'il n'avait jamais gagné totalement. Le poids de la question « suis-je aimé ?» grandissait pour chacun d'eux. Clémence continuait à faire ce qu'elle savait faire, s'occuper, améliorer, tenir la maison. Elle ne cherchait pas à créer un triangle, elle ne cherchait pas à choisir, elle cherchait simplement à vivre. Mais dans cette ferme bordée de collines, où les vaches bêlaient dans le silence du matin, où les tracteurs recommencèrent leur course, où la lumière changeait selon les saisons, un nouveau courant se formait. Il n'était pas encore visible, mais il s'infiltrait dans les cœurs. Le moment de vérité approchait. Aucun des protagonistes ne le voyait encore clairement. Mais le vent changeait de sens, et avec lui, le jeu des regards. Clémence ne savait pas encore ce qu'elle fait pour Luc, mais elle savait ce qu'elle ne voulait pas être, un simple objet de désir, un substitut de mémoire, une pièce interchangeable. Elle voulait être reconnue pour elle-même, et la venue de Luc avait mis cette aspiration en lumière. La ferme était enveloppée d'un calme inhabituel depuis le départ d'Étienne. Le rythme des journées restait le même, dicté par les exigences de la terre, les soins aux animaux, les repas à préparer, mais une légèreté presque imperceptible s'était installée dans les couloirs de la maison. Clémence, désormais seule à superviser les affaires domestiques, accomplissait ses tâches avec l'assurance tranquille de celle qui avait trouvé sa place, ou du moins un espace où exister à sa manière. Elle ne se laissait pas aller à l'oisiveté, mais ses gestes étaient moins tendus, moins pesants. Il y avait dans sa façon d'habiter les pièces une aisance nouvelle, et dans le silence de ces journées sans homme, elle découvrait la richesse d'un temps à elle. Le 3e jour après le départ d'Étienne, alors que Clémence sortait des étables avec un panier d'œufs frais, elle aperçut une silhouette à l'orée du chemin de gravier qui menait à la maison. L'homme avançait d'un pas vif, la veste jetée sur l'épaule, les cheveux légèrement en bataille. Il s'arrêta à quelques mètres, un sourire aux lèvres, et la salua d'un ton jovial. « Bonjour, Madame Morel. Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» Elle plissa les yeux, surprise, puis secoua la tête incertaine. Il s'approcha davantage et tendit la main. « Luc Morel, le frère d'Étienne. Je suis revenu de Dijon hier soir. » Clémence lui serra la main avec prudence, intriguée. Elle n'avait jamais entendu parler d'un frère. Étienne ne l'avait jamais mentionné, pas même en passant. Luc, plus jeune d'au moins une décennie, était tout le contraire de son frère aîné. Son regard était vif, curieux, son sourire franc, son attitude détendue. Il ne portait aucune de la raideur ou de la réserve qu'Étienne affichait en toutes circonstances. Il entra dans la cour comme s'il y avait grandi, et c'était sans doute le cas, saluant les ouvriers par leurs prénoms, échangeant quelques plaisanteries, comme s'il n'était jamais parti. Durant l'après-midi, il s'installa dans l'une des chambres vides de l'étage, sans demander la permission. Clémence, toujours réservée, observa cette installation soudaine sans s'opposer. Luc paraissait parfaitement à l'aise, mais sans arrogance. Il remercia chaleureusement pour le repas du soir, complimenta la soupe, proposa même de l'aider à faire la vaisselle. Elle refusa poliment, et il n'insista pas, mais resta à lui parler pendant qu'elle rangeait les ustensiles. Il s'informa de la gestion de la ferme, de la santé des animaux, des récoltes. Il semblait sincèrement intéressé, mais elle remarqua que ses questions revenaient toujours à Étienne. « Il a beaucoup changé, tu sais », dit-il en observant les flammes du feu de cheminée. Avant tout ça, il riait facilement. Il jouait de l'harmonica, il dansait avec ma mère dans la cuisine. Je me demande s'il se souvient encore de ce garçon-là. Clémence écoutait sans intervenir, curieuse elle aussi. Elle n'avait jamais eu accès à ce passé, à ce visage plus humain d'un homme qu'elle ne connaissait finalement qu'à travers ses silences. Luc parlait avec affection, mais aussi avec une certaine distance, comme s'il savait que son frère n'était plus tout à fait celui qu'il avait laissé derrière lui. Au fil des jours, la présence de Luc apporta une énergie nouvelle dans la maison. Il n'était jamais envahissant, mais il était toujours là au bon moment, avec un mot aimable, une remarque légère, un intérêt sincère. Il se montrait attentif sans être insistant, observateur sans jamais juger. Clémence, au départ sur la défensive,
se surprit à attendre ses passages dans la cuisine, ses histoires sur la ville, sur les gens qu'il avait rencontrés, sur les endroits où il avait vécu. Il apportait avec lui un air de monde extérieur, un souffle d'ailleurs qui contrastait fortement avec l'atmosphère figée de la ferme. Une après-midi, alors qu'ils ramassaient ensemble des pommes tombées du vieux verger, Luc s'arrêta, le panier à la main, et la regarda longuement. « Vous êtes heureuse ici, Clémence ?» La question tomba sans avertissement, douce mais directe. Elle le fixa, déstabilisée, incapable de répondre immédiatement. Elle chercha ses mots, détourna les yeux vers les branches au-dessus d'eux. « Je ne sais pas », répondit-elle enfin dans un souffle. « Je fais ce qu'on attend de moi, et j'essaie de bien le faire. » Luc hocha la tête, comme s'il comprenait davantage que ce qu'elle disait. Ce n'est pas pareil que d'être heureuse. Le silence qui suivit fut différent de ceux qu'elle avait partagés avec Étienne. Ce n'était pas une muraille. C'était une pause pleine de sens, une attente respectueuse. Luc ne chercha pas à combler le vide. Il se remit à cueillir, comme si rien n'avait été dit, mais son regard avait changé. Il la voyait maintenant autrement. Non plus seulement comme la femme de son frère, mais comme une personne à part entière, avec ses propres questions, ses propres absences, ses propres hésitations. Les jours suivants, leur complicité légère s'installa naturellement. Rien de déplacé, rien de calculé. Mais il devenait évident que la solitude de Clémence avait trouvé un écho dans la présence de cet homme chaleureux qui, sans chercher à combler un vide, lui permettait d'exister autrement. Elle ne riait pas encore, mais elle souriait parfois, surtout lorsqu'il racontait les mésaventures de ses années passées en ville. Et lui, attentif à ces petits signes, semblait se nourrir de cette ouverture lente. Clémence n'avait pas cherché cette proximité. Elle n'y avait même pas pensé. Mais la question de Luc, posée sous les branches du verger, résonnait encore en elle. Était-elle heureuse? Et si elle ne l'était pas, pouvait-elle le devenir ici, dans cette maison encore pleine de fantômes, aux côtés d'un homme qui, malgré tout, refusait encore de la voir vraiment? Le 4e matin, avant même que la brume ne se lève des champs, des pas lourds et décidés résonnèrent sur les dalles de la cour. Étienne venait de rentrer. La carrure imposante, la chemise poussiéreuse, l'expression dure et refermée. Il ne salua personne, ne chercha pas Clémence, ne mentionna rien de son voyage. Il déposa son sac dans le coin de la cuisine, but une gorgée d'eau puis ressortit sans dire un mot. Son retour, pourtant attendu, avait quelque chose de brutal. Comme si, en réapparaissant, il ramenait avec lui le poids du silence que Clémence avait commencé à alléger pendant son absence. Clémence, informée de son arrivée par une servante, n'alla pas à sa rencontre. Elle poursuivit ses tâches comme si de rien n'était, bien que chaque geste portât en lui une tension nouvelle. Ce qu'elle avait commencé à construire, cette atmosphère plus douce, cette vie moins figée, semblait à nouveau menacée. Étienne, depuis son départ, avait vécu en elle comme une absence pesante mais familière. Le revoir là, dans les murs qu'elle avait appris à apprivoiser, raviva une forme d'alerte. Et pourtant, elle n'était plus la même femme qu'à son arrivée. Elle n'était pas disposée à se retirer comme une ombre. Plus tard dans la journée, alors qu'elle remontait du potager, elle aperçut Luc et Clémence dans un champ voisin. Ils riaient. Rien de bruyant, rien de déplacé, mais un échange sincère, humain, léger. Ils se tenaient à bonne distance, chacun avec un panier à la main, discutant à voix basse. Étienne, de retour depuis quelques heures à peine, s'était arrêté sur le seuil de l'étable, figé. Il les observait sans bouger. Son regard passait de Clémence à Luc, puis revenait à elle, insistant. Une gêne monta en lui, d'abord floue, puis acérée. Il n'avait jamais vu Clémence ainsi. Ce n'était pas seulement son sourire, ni la façon dont elle tournait la tête en écoutant Luc parler. C'était la liberté dans sa posture, la clarté de son visage, l'attention qu'elle semblait offrir à un autre. Il aurait pu retourner à ses outils. Il aurait pu ignorer la scène. Mais au lieu de cela, il resta là, les bras croisés, le front tendu, jusqu'à ce qu'il se retourne enfin et le remarque. Clémence fut la première à le voir. Son sourire se figea. Luc, plus rapide, leva la main en guise de salut. Étienne répondit d'un bref mouvement de tête, puis s'éloigna vers la grange. Ce fut un instant court, presque anodin. Mais son cœur, à lui, ne l'oublia pas. Ce soir-là, le dîner fut partagé pour la première fois depuis longtemps. Luc parlait avec aisance, racontant une anecdote de sa dernière visite en ville, tandis que Clémence servait les assiettes. Étienne mangeait en silence, le regard plongé dans son assiette. Il n'interrompait pas, mais il n'écoutait pas non plus.
À plusieurs reprises, ses yeux se posèrent sur elle, non pas avec colère, mais avec une sorte d'étonnement, comme s'il la redécouvrait à travers les mots de son frère, ou peut-être à travers la manière dont elle réagissait à eux. Elle n'était plus cette femme effacée qu'il avait laissée. Il n'aurait su dire quand cette transformation avait eu lieu, mais elle était là, évidente, irréversible. La nuit tombait. Clémence rangeait la vaisselle dans la cuisine. Luc, ayant proposé de l'aider, s'était retiré à l'étage, laissant le silence revenir. Étienne entra, posant ses gants sur la table. Il l'observa un moment, sans parler. Puis, d'une voix rauque, brisée par l'hésitation, il demanda « Tu t'es habitué à lui ?» Elle s'arrêta net, le dos encore tourné, figé. La question posée sans agressivité contenait pourtant une faille. Il ne parlait pas d'aide ou de conversation. Il parlait d'attachement, d'une peur qu'il n'avait pas encore osé nommer. Elle se retourna lentement. Je me suis habitué à parler, à ne pas me sentir invisible. Ce fut tout ce qu'elle dit. Aucun reproche, aucune déclaration, juste un constat. Étienne acquiesça presque imperceptiblement. Il ne répliqua rien. Il sortit de la cuisine quelques instants plus tard, le pas plus lourd qu'à son arrivée. Il ne dormira pas cette nuit-là. Le lendemain matin, les marques de la nuit blanche étaient visibles sur son visage. Il ne dit rien à personne, mais évita les regards, surtout celui de son frère. Luc, lui, avait compris. Il ne dit rien non plus, mais il se montra plus discret, plus effacé dans les échanges. Le déjeuner se passa dans une tension contenue, chacun retenant des mots qui menaçaient d'échapper. Clémence, quant à elle, se sentit à nouveau prise entre deux présences. L'une silencieuse et blessée, l'autre chaleureuse mais désormais ambiguë. Elle n'avait rien cherché et pourtant une ligne invisible avait été franchie. Étienne, dans son mutisme, avait montré une faille qu'elle n'aurait jamais imaginée. Il n'était pas indifférent. Il avait peur. Ce soir-là, alors qu'elle remontait l'escalier, elle s'arrêta devant la porte du bureau d'Étienne. La lumière filtrait sous la porte. Elle frappa doucement. Pas de réponse. Elle frappa une seconde fois. Toujours rien. Elle hésita puis s'éloigna. Dans le silence du couloir, elle sentit une brûlure monter en elle. Non pas de colère, mais de tristesse, car malgré tout ce qui changeait, tout restait encore trop enfermé. Quand elle atteignit sa chambre, elle s'assit au bord du lit, les mains posées sur les genoux. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle laissa les larmes couler. Pas par faiblesse, mais parce qu'il fallait bien, à un moment, laisser sortir ce qui ne pouvait pas être dit. Le silence du lendemain matin n'était pas celui de la routine. Il était plus dense, plus chargé, comme si la maison entière avait absorbé le poids de la veille. Les pas de Clémence dans les couloirs semblaient plus lents, moins assurés. Elle avait laissé derrière elle, dans l'intimité de sa chambre, des larmes qu'elle n'avait jamais voulu montrer, mais dont la trace restait ancrée dans ses gestes, dans son regard, dans la raideur de ses épaules. Étienne, qui l'avait aperçue dans cet état la nuit précédente, n'avait pas osé entrer. Il était resté figé devant sa porte, sa main presque levée pour frapper, puis il s'était détourné, incapable de faire le pas qui l'aurait rapproché d'elle. Il avait passé une nuit sans repos, hanté par cette image qu'il n'arrivait pas à effacer. Clémence, assise sur le bord du lit, recroquevillée, le visage caché dans ses mains. Aucun son, aucune plainte, mais une tristesse si brute qu'il s'en était senti coupable, sans savoir précisément pourquoi. Il ne lui avait rien promis, ne lui avait jamais menti, mais il comprenait désormais que son silence, son retrait, sa peur, avaient laissé des marques qu'il ne pouvait plus ignorer. Pendant le petit déjeuner, les échanges furent rares. Luc semblait mal à l'aise, jetant à son frère des regards prudents, parfois furtifs, vers Clémence. Elle, droite, murée dans une neutralité polie, évitait les yeux de l'un comme de l'autre. Il n'y avait pas de colère dans l'air, pas de tension explosive, mais une sorte d'impasse, un carrefour muet où chacun hésitait à avancer. Après le repas, Étienne se rendit dans les champs, prétextant un contrôle des clôtures. Luc resta dans la maison, mais s'éclipsa plus tôt que d'habitude vers le village. Clémence se retrouva seule avec le silence qu'elle avait cru apprivoiser. Elle décida de sortir. Le soleil était haut, la lumière vive et l'air chargé de l'odeur des feuilles en décomposition. L'automne s'annonçait doucement, modifiant les couleurs de la campagne. Elle marcha sans but, suivant un chemin qu'elle n'avait jamais emprunté, longeant les arbres, les murets de pierres sèches, les talus recouverts de mousse. Ce paysage, qu'elle avait tant observé depuis les fenêtres de la maison, lui semblait soudain étranger.
comme si, en l'absence de mots, même la terre refusait de lui parler. Au bout de son chemin, elle trouva un vieux banc de pierre, à moitié enfoui sous les ronces. Elle s'y assit, le dos raide, le regard perdu dans l'horizon. Elle resta là longtemps, les mains croisées sur ses genoux, les yeux secs cette fois. Ce n'était plus de la tristesse, c'était une fatigue plus profonde, celle d'être toujours observée, évaluée, jugée, sans jamais être réellement connue. Depuis son arrivée, tout le monde la regardait. Mais qui la voyait vraiment? Était-elle encore cette paysanne discrète à qui on n'avait jamais rien demandé? Était-elle devenue cette épouse silencieuse qu'on voulait fonctionnelle? Était-elle la femme mystérieuse qu'Étienne ne parvenait pas à oublier ou à aimer? Ou bien le miroir vivant d'une morte que tout le monde vénérait en silence? Lorsqu'elle revint à la maison, le soleil avait déjà entamé sa descente. Luc n'était pas revenu, Étienne non plus. Elle entra sans bruit, monta à l'étage et se dirigea instinctivement vers la chambre d'Étienne. Elle frappa doucement. Pas de réponse. Elle entra. La pièce, sombre et austère, n'avait pas changé. Mais sur le bureau, un carnet était ouvert, une page à moitié remplie d'une écriture nerveuse. Elle n'y toucha pas, se contentant de le regarder. Étienne écrivait donc, peut-être depuis toujours, peut-être depuis qu'il ne parlait plus. Elle ressortit sans bruit, refermant la porte derrière elle. Étienne rentra alors que la nuit tombait. Il trouva la maison calme, les bougies allumées dans le salon, le repas prêt. Clémence servait déjà les assiettes. Elle ne leva pas les yeux quand il entra. Il s'assit, mangea quelques bouchées, puis, rompant un silence devenu trop lourd, murmura « Je ne veux pas que tu croies que tu es seul ici. » Elle posa sa cuillère, lentement. Le regard qu'elle lui lança n'était ni dur, ni tendre. Juste franc. « Mais je le suis. » Il détourna les yeux. Il savait qu'elle disait vrai. Il n'avait pas su être là, pas su répondre. Il avait fui ce qu'il ressentait, par peur de ce que cela impliquait. Et pendant ce temps, elle, sans jamais exiger, avait donné. Sa patience, ses gestes, sa présence. Et maintenant, elle était vide. Il voulut parler, expliquer, justifier. Mais rien ne vint. Il savait que les mots ne suffisaient plus. Que ce qu'il n'avait pas fait pesait plus lourd que tout ce qu'il pourrait dire. Il se leva, incapable de finir son repas, et sortit sans un mot. Dans la cour, l'air était froid. Il s'arrêta, leva les yeux vers le ciel. Il se sentit soudain minuscule. Le vent lui fouettait le visage, comme pour lui rappeler que malgré tout ce qu'il avait perdu, le monde continuait, et qu'il risquait de perdre encore s'il ne trouvait pas enfin le courage d'agir. Lorsque Clémence ouvrit les volets ce matin-là, elle fut surprise de voir le chariot d'Étienne déjà attelé. Le cheval brossé et prêt piétinait doucement dans la cour. Étienne, en chemise propre et veste sombre, vérifiait les sangles avec un soin inhabituel. Il n'avait pas encore parlé, mais ses gestes trahissaient une agitation intérieure. Il entra dans la maison, la trouva dans la cuisine et s'adressa à elle sans détour. « Prépare-toi. On part pour la ville dans 1 heure. » Elle le regarda, interdite. « Nous ?» Il hocha la tête sans explication, puis sortit de nouveau. Ce fut la première fois qu'il l'invitait à quitter les murs de la ferme à ses côtés. Depuis leur mariage, elle n'était jamais allée plus loin que les champs voisins. Étienne lui avait toujours laissé la maison, les tâches, les silences. Mais là, soudain, il l'incluait dans un espace qu'il avait toujours réservé à lui seul. Elle s'habilla sans précipitation, mais avec une attention qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle noua ses cheveux, enfila une robe propre, ajusta un châle léger. En descendant les escaliers, elle le trouva qui l'attendait près du chariot, les rênes en main. Le trajet se fit d'abord en silence. La route serpentait entre les collines, les arbres bordant les chemins encore verts malgré l'approche de l'automne. Les paysages familiers défilaient, mais Clémence n'y prêta guère attention. Elle sentait la tension d'Étienne, palpable dans sa manière de tenir les rênes, dans ses soupirs à peine audibles. Il avait pris cette décision seul, sans la consulter, sans justification. Et pourtant, il ne semblait pas la regretter. Elle sentait, à côté d'elle, un homme qui luttait contre ses propres murs. Et pour la première fois, elle n'avait pas envie de les contourner. Elle voulait le suivre. Arrivé en ville, Étienne descendit du chariot, puis, après un bref silence, lui tendit la main. Elle hésita un instant avant de la prendre. Ce simple geste, anodin pour d'autres, était immense ici. Il l'aida à descendre, puis l'invita à marcher à ses côtés. Les passants les regardaient, non parce qu'il faisait sensation, mais
parce qu'Étienne, que tous connaissaient comme l'homme veuf et solitaire, apparaissait pour la première fois avec une femme, non pas une servante ni une cousine, mais une épouse. Il la présenta comme telle à l'aubergiste, au meunier, au marchand de graines. À chaque présentation, il disait simplement « ma femme, Clémence », et à chaque fois, elle le regardait avec une surprise grandissante. Elle n'était plus invisible. Ils prirent un repas dans une petite auberge au centre du bourg. Étienne ne parla pas beaucoup, mais il la laissa choisir le plat, répondit aux questions du serveur et mangea sans la fuir du regard. Clémence, encore un peu raide, se permit quelques mots. Ils échangèrent sur la qualité du pain, sur l'amertume du vin. Rien d'intime, rien d'émotionnel. Mais c'était un début. Après le repas, ils se rendirent au marché. Étienne lui demanda ce dont elle avait besoin pour la cuisine, si elle voulait des fruits, des herbes, des outils. Elle répondit avec retenue, consciente de la nouveauté de la situation. Il insista pour qu'elle choisisse elle-même les articles. Quand elle hésita devant un petit tablier en lin bleu, il le prit et le lui tendit sans mot dire. Ce n'était pas un cadeau spectaculaire, mais dans ce contexte, cela résonnait comme un geste d'attention pure. La ville s'étendait autour d'eux, bruyante et vivante. Clémence marchait désormais un peu plus près de lui. Étienne, sans même s'en rendre compte, ralentissait parfois pour se mettre à son rythme. La distance qui les séparait physiquement s'était réduite, et celle qui les séparait intérieurement commençait, lentement, à se fissurer. Au coucher du soleil, ils s'arrêtèrent dans une petite auberge à l'orée de la ville. Il avait réservé une chambre, une seule. Mais il ne fit aucun commentaire en lui tendant la clé. Il s'installa dans le salon en bas, alluma une pipe, la regarda monter à l'étage avec calme. Il n'y avait aucune attente dans son regard, juste une acceptation tranquille. Dans la chambre, Clémence défit son châle, s'assit au bord du lit. La journée l'avait épuisée, mais elle portait en elle une forme étrange de sérénité. Ce n'était pas un bouleversement, pas une révélation, juste une progression réelle, patiente. Elle n'était pas encore aimée, peut-être, mais elle était vue, nommée, présentée. C'était plus qu'elle n'avait osé espérer au départ. Étienne monta 1 heure plus tard. Il frappa avant d'entrer. Elle ouvrit. Il ne dit rien, mais lui tendit une enveloppe. « Quelqu'un l'a laissée pour toi à l'auberge. » Le garçon de l'accueil m'a dit que c'était urgent. Elle l'a pris étonnée. Elle n'attendait rien, personne ne lui écrivait. Elle referma la porte doucement, s'assit près de la fenêtre et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre courte, écrite d'une main qu'elle reconnut immédiatement. Luc. Il écrivait depuis le village. Il savait qu'ils étaient en partie pour la ville. Il ne voulait pas lui parler en personne. Les mots étaient choisis, sobres, mais clairs. Il y avouait ce qu'il n'avait encore jamais dit, qu'il s'était attaché à elle. Pas par défi ni par rivalité, mais parce qu'il avait vu en elle ce que son frère n'avait pas voulu voir. Il disait qu'il ne lui ferait jamais de promesses qu'il ne pouvait tenir, mais qu'il devait être honnête, qu'il pensait à elle plus qu'il ne l'aurait dû, et qu'il ne savait pas s'il devait rester ou s'éloigner. Clémence lut la lettre 2 fois, puis une 3e. Elle resta longtemps immobile, incapable de savoir ce qu'elle devait ressentir. Étienne, dans la chambre voisine, dormait déjà, ou faisait semblant. Elle ne le savait pas, mais elle comprenait que les jours à venir allaient exiger d'elle une clarté qu'elle n'avait pas encore trouvée. Le retour à la ferme fut silencieux. Étienne conduisait le chariot, les mains fermement serrées sur les rênes, le regard rivé sur la route. Clémence, assise à ses côtés, tenait la lettre de Luc pliée dans sa poche, comme un poids discret mais constant. Elle ne l'avait pas évoquée. Elle n'avait même pas laissé transparaître qu'elle l'avait lu. Mais son esprit était pris dans une tension nouvelle, un carrefour intérieur où l'attente et la responsabilité s'entrechoquaient. Le voyage, qui avait marqué un tournant inattendu dans leur relation, semblait désormais suspendu dans un état d'incertitude douloureuse. En descendant du chariot, Étienne se contenta de ramener le cheval à l'écurie. Il n'échangea avec Clémence qu'un simple regard, sans hostilité mais sans proximité non plus. Il semblait plus fermé qu'avant, comme s'il pressentait une vérité qu'il n'avait pas le courage d'interroger. Elle, de son côté, retourna dans la maison, rangea quelques provisions, puis se réfugia dans sa chambre. Elle sortit la lettre à nouveau, la relut. Les mots de Luc étaient nets, sans détour. Il ne parlait pas d'amour fulgurant ni de promesses creuses, mais il évoquait un désir de présence, un sentiment de connexion,
une sincérité désarmante. Il n'avait pas demandé qu'elle choisisse. Il avait simplement confié ce qu'il ressentait. Clémence resta longtemps assise, incapable de décider si elle devait montrer la lettre à Étienne. Elle avait l'intuition que, s'il découvrait son contenu autrement, les conséquences seraient pires. Mais le silence aussi était une forme de trahison. Pourtant, il ne lui avait jamais donné de certitude. Aucun engagement, aucun geste clair. Il commençait à changer, oui, mais elle n'était pas prête à effacer ce qu'elle avait vécu, seule, pendant tous ces mois. En fin de journée, elle trouva Étienne dans l'atelier en train d'aiguiser une lame. La lumière du soir dessinait des ombres nettes sur son visage fatigué. Elle resta un instant sur le seuil, puis entra sans bruit. Il leva les yeux. Elle s'approcha, sortit la lettre et la posa sur la table entre eux. Il la regarda surpris, puis baissa les yeux vers l'enveloppe. Elle ne dit rien. Il l'ouvrit, lut lentement, les traits se durcissant au fil des lignes. Lorsqu'il termina, il la reposa soigneusement, la fixa longuement, puis demanda simplement « Tu savais qu'il t'écrivait » Elle hocha la tête. « Depuis hier soir. » Un silence tendu s'installa. Étienne se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta, le dos tourné. « Et qu'est-ce que tu ressens pour lui ?» La question tomba, lourde, sans menace, mais chargée d'une tension profonde. Clémence inspira, cherchant ses mots. « Il m'a vu, dès le début. Il a posé des questions, il m'a écouté, pas comme une épouse qu'on tolère, mais comme une femme entière. » Étienne se tourna lentement. « Et moi? Tu crois que je ne t'ai pas regardé ?» Elle soutint son regard. « Tu m'as évité, tu m'as utilisé pour remplir une dette. Tu t'es enfermé dans un passé qui n'était pas le mien. Et quand j'ai essayé de construire quelque chose ici, tu m'as laissé seul. » Étienne serra les poings. « Je t'ai laissé seul parce que j'avais peur, parce que je ne savais pas comment recommencer, parce que je croyais que t'aimer, c'était trahir ce que j'avais perdu. » Il baissa la voix. « Mais je n'ai jamais cessé de te voir. Je t'ai vu chaque jour, changer cette maison, me forcer à respirer à nouveau. Tu m'as bousculé sans jamais crier, et je suis resté là, comme un idiot, à fuir ce que tu offrais. » Clémence sentit sa gorge se nouer. « Alors pourquoi maintenant? Pourquoi seulement quand tu as peur de le perdre ?» Étienne s'approcha, les yeux brillants d'une tension contenue. « Parce que je viens de comprendre que ce que je pourrais perdre, ce n'est pas seulement toi. C'est tout ce que j'aurais pu reconstruire et que j'ai laissé glisser entre mes doigts par orgueil, par lâcheté. » Il reprit la lettre, la plia puis la glissa dans sa poche. « Je vais parler à Luc. » Clémence le regarda surprise. « Seul ?» Il hocha la tête. « Il est mon frère. Je ne peux pas faire comme si cela n'existait pas. Mais c'est entre lui et moi. Toi, tu as déjà assez porté ce fardeau. » Il sortit de l'atelier avant qu'elle puisse répondre, laissant derrière lui une pièce chargée d'émotions. Clémence, seule, sentit un poids quitter sa poitrine. Étienne n'était plus cet homme figé qu'elle avait rencontré. Il avait enfin admis ce qui l'entravait. Mais cela suffisait-il? Le soleil s'était couché lorsqu'Étienne arriva dans la vieille grange, où Luc s'occupait de trier du matériel entreposé depuis des années. Il ne salua pas, ne cria pas. Il entra, se planta devant lui et sortit la lettre de sa poche. « C'est toi qui devrais partir, » dit-il calmement. Luc s'arrêta, les mains pleines de poussière, et soupira. « Je sais. » Ils se regardèrent longtemps. Deux frères, que la douleur avait éloignés, que le silence avait séparés, et que maintenant une femme réunissait dans un moment de vérité. Étienne parla le premier. « Tu l'aimes » Luc baissa les yeux. « Je ne sais pas, mais je sais que ce que je ressens est réel, et que je n'ai pas voulu te faire de mal. Elle mérite plus que nos hésitations. » Étienne acquiesça. « Oui, et c'est pour ça que je vais me battre, pas contre toi, mais pour elle. » Luc déposa ce qu'il tenait. « Alors je partirai demain. Je n'ai pas envie de devenir un obstacle, et si elle choisit de rester, ce sera avec toi, pas malgré moi. » Étienne ne répondit pas. Il s'approcha, posa la main sur l'épaule de son frère. « Merci. » Ce mot unique suffisait. Luc sortit de la grange peu après. Étienne resta seul un long moment. La nuit tombait sur la ferme. Mais cette fois, ce n'était pas une nuit de fuite. C'était le début d'un affrontement intérieur, assumé, nécessaire. Le lendemain, avant même que les premiers rayons du soleil ne percent l'horizon, Luc quitta la ferme. Il n'avait prévenu personne. Il laissa derrière lui une valise modeste, quelques vêtements et une lettre glissée sous la porte de la chambre de Clémence. Personne ne le vit partir, mais tout le monde sentit sa disparition.
La maison, qui avait repris un souffle léger depuis son arrivée, retrouva son calme pesant. Mais ce silence-là n'était plus celui de l'indifférence. C'était celui d'une transition, d'une respiration retenue, d'une attente presque douloureuse. Clémence trouva l'enveloppe en ouvrant la porte. Elle la reconnut immédiatement. Elle s'assit sur le lit, l'ouvrit d'une main lente, comme si chaque geste risquait de briser quelque chose d'irréversible. Les mots étaient simples. Luc ne lui demandait rien. Il ne réclamait pas d'explication, encore moins de promesses. Il écrivait qu'il comprenait, qu'il était venu sans intention, mais qu'il repartait avec la certitude que certaines présences sont faites pour ouvrir des portes et non pour y rester. Il avouait avoir trouvé en elle un miroir de sa propre solitude, et il partait sans colère, sans regret, seulement avec la gratitude d'avoir vu, même brièvement, ce que deux cœurs en éveil peuvent reconnaître chez l'autre. Clémence reposa la lettre, les mains tremblantes. Ce n'était pas une déclaration d'amour, ni une supplique. C'était un adieu digne, et cela la toucha plus qu'elle ne s'y attendait. Elle resta là, longtemps immobile, puis rangea la lettre dans un tiroir. Elle savait que ce chapitre se refermait, non pas par rejet, mais par nécessité. Luc avait choisi de se retirer, laissant à Étienne et à elle un espace désormais libre d'interférences. Dans les jours qui suivirent, Étienne changea sans rien dire. Il ne devint pas bavard, ni tendre, mais sa manière d'être près d'elle se transforma. Il ne fuyait plus la pièce quand elle y entrait. Il la regardait dans les yeux quand elle parlait. Il l'écoutait vraiment, même lorsqu'elle ne disait rien. Une nouvelle forme de présence, attentive, respectueuse, s'installait. Les gestes remplacèrent les mots. Il lui préparait de l'eau chaude le matin. Il réparait les outils qu'elle utilisait. Il passait parfois près d'elle dans le jardin, non pour lui parler, mais pour partager l'espace. Et ce silence-là, entre eux, n'était plus vide. Il était peuplé de regards, de gestes retenus, de promesses muettes. Une semaine après le départ de Luc, alors qu'ils ramassaient ensemble des pommes tombées dans le verger, Clémence rompit ce silence devenu familier. « Tu sais que je ne suis pas elle. » Étienne s'arrêta, le panier à la main. Il la regarda sans surprise. « Oui, je le sais depuis longtemps. » Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Mais pendant longtemps, je n'ai été que son souvenir, dans ton regard, dans ton absence. » Il hocha lentement la tête. « Je ne te demande pas pardon, parce que ce que j'ai fait ne mérite pas d'être effacé, mais je veux que tu saches que je vois maintenant. Je vois qui tu es, et ce que tu as fait ici, sans rien réclamer. » Elle s'approcha, à quelques pas de lui. « Je ne suis pas venu pour être aimé, mais je ne peux pas continuer à vivre dans un espace où je suis toléré. » Étienne posa son panier à terre. « Tu n'es pas toléré, tu es essentiel. Et c'est ce que je n'ai jamais su te dire. » Son ton n'avait rien de grandiloquent. Il ne cherchait pas à la convaincre. Il lui offrait une vérité nue, sans défense, sans masque. Le soir même, il l'invita à dîner avec lui dans le salon. Il avait préparé un plat simple, maladroitement dressé, mais fait de ses mains. Elle accepta, s'assit à la table qu'il avait dressée sans cérémonie. Ils mangèrent lentement. Aucun sujet important ne fut abordé. Ils parlèrent des semis à venir, du froid qui arrivait, des travaux à finir avant l'hiver. Mais tout, dans leur manière de se parler, de se regarder, portait un poids nouveau. Une légitimité, une égalité, une reconnaissance réciproque. Ce n'était pas un retournement brusque, pas une passion soudaine, mais une lente reconnaissance, une forme de respect profond, né dans la douleur, nourri par le silence, et qui maintenant cherchait à devenir quelque chose de plus solide. Ils ne se touchèrent pas encore, mais leurs regards se soutenaient, et cela suffisait. Un soir, alors qu'elle rangeait la vaisselle, il entra dans la cuisine, un objet à la main. C'était une vieille écharpe en laine, celle que sa première épouse avait tricotée, autrefois oubliée au fond d'un tiroir. Il la tendit à Clémence. « Elle n'est plus à sa place. C'est toi qui es ici maintenant. » Elle prit l'écharpe, la regarda un long moment, puis la replia avec soin. Ce n'était pas un reniement. C'était un passage de témoin. Et elle le comprit ainsi. Dans leurs chambres respectives, cette nuit-là, ni l'un ni l'autre ne dormit tout de suite. Il n'y avait pas d'angoisse, pas de tension. Seulement une conscience aiguë de ce qui se construisait lentement entre eux. Une vérité non criée mais stable. Une vérité née du silence et qui, cette fois, ne demandait plus de justification. L'automne avançait à pas lents sur la ferme. Les feuilles des arbres viraient au cuivre. L'air se faisait plus vif et les jours raccourcissaient sans bruit.
Ce changement de saison s'accordait étrangement bien à ce que vivaient Étienne et Clémence. Il n'y avait plus de confrontation, plus de gestes brusques, ni de silence chargé d'hostilité. À la place s'installait une sorte de calme lucide, une paix discrète, où chaque mouvement, chaque parole avait un poids, une intention. Ils n'étaient pas encore un couple dans le sens traditionnel du terme, mais ils formaient désormais un duo fonctionnel, respectueux, qui partageait la même maison avec une reconnaissance nouvelle de la place de chacun. Étienne avait changé dans ses manières, non par grands discours, mais par une attention plus présente. Il rentrait à des heures raisonnables, ne laissait plus son assiette vide à table sans un mot, n'évitait plus de croiser son regard. Quand il parlait, c'était pour dire des choses concrètes, mais le ton autrefois sec ou distant était maintenant plus posé, parfois même hésitant, comme s'il cherchait encore les bons mots. Clémence, de son côté, ne cherchait plus à être devinée. Elle parlait davantage, exprimait ses besoins, corrigeait les choses qui ne lui convenaient pas. Elle n'attendait plus qu'il prenne l'initiative de tout. Elle avait compris que si elle voulait que cet espace partagé devienne vivable, elle devait y imprimer sa voix, pas seulement sa présence. Ils commencèrent à prendre leur repas ensemble, non par obligation, mais par habitude choisie. Parfois, ils échangeaient une remarque sur le temps, une observation sur les récoltes, une question sur les comptes de la ferme. Progressivement, ces sujets pratiques dérivaient vers des souvenirs. Étienne, à sa propre surprise, évoqua un jour son enfance. Il raconta comment son père l'avait initié au semis, comment il avait failli perdre un champ entier à cause d'un choix précipité. Clémence l'écoutait sans interrompre, posant parfois une question, réagissant avec sobriété, mais avec attention réelle. Plus tard, elle lui parla de sa jeunesse dans le hameau voisin, de sa mère sévère mais juste, de ses frères qui étaient partis vivre en ville. Elle évoqua aussi ses rêves de petite fille, non pas avec nostalgie, mais avec la distance de celle qui a appris à vivre dans ce qu'on lui donne. Ce n'étaient pas des confidences brûlantes, c'étaient des couches qui se déposaient, l'une après l'autre, pour construire un terrain commun. Ils se découvraient en douceur par fragments, sans chercher à tout dire d'un coup. Chaque échange renforçait cette étrange complicité silencieuse qui s'était formée entre eux. Ils n'étaient pas dans la passion, ni même dans une tendresse affichée, mais il y avait une honnêteté nouvelle, une écoute mutuelle qui changeait la nature même de leur lien. Les serviteurs de la maison, habitués à leurs mouvements, commencèrent à remarquer les changements. Ils virent Clémence sourire davantage, marcher plus lentement dans les couloirs, prendre le temps de s'asseoir dehors le soir. Ils virent Étienne partager ses repas sans tension, revenir vers la maison avec un rythme plus posé. Ils ne firent aucun commentaire, mais chacun, à sa manière, ajusta son comportement, comme si une nouvelle ère s'était installée, exigeant moins de prudence, moins de surveillance. Un après-midi, alors que Clémence rentrait du marché avec 2 petits sacs remplis de provisions, elle trouva Étienne dans la cour, penché sur une pièce de bois qu'il sciait soigneusement. Il leva les yeux en l'entendant arriver, s'essuya les mains sur son pantalon et s'approcha. « Viens avec moi », dit-il simplement. Elle ne posa pas de questions, le suivit en silence. Il la mena à l'arrière de la grange, là où un abri abandonné servait autrefois de remise. La porte, nouvellement réparée, s'ouvrit sans grincer. À l'intérieur, une structure de bois occupait la moitié de l'espace. Des vitres avaient été installées, laissant entrer la lumière. Il y avait des pots, de la terre, quelques outils de jardinage. Étienne la laissa entrer, observant sa réaction. « C'est pour toi, » dit-il. « Une serre. Tu pourras y planter ce que tu veux. Même pendant l'hiver, avec un peu de soin, ça peut tenir. » Clémence fit un pas en avant, caressa du doigt le rebord d'un pot en terre cuite. L'endroit était modeste, mais tout avait été fait avec soin. Il n'y avait aucune prétention, aucun artifice, juste un espace pensé pour elle. Elle se tourna vers lui, émue, sans que cela ne soit dit. Étienne soutint son regard sans chercher à détourner les yeux. Ce geste, plus que toutes les paroles, représentait une forme d'engagement. Il ne s'agissait pas d'une déclaration. C'était un acte concret, utile, ancré dans la réalité. Une invitation à prendre racine, à s'installer pour de bon, à s'approprier l'espace, à faire partie non seulement de la maison, mais du futur. Clémence ne remercia pas avec des mots. Elle s'approcha, posa sa main sur le bois encore chaud du rebord, puis elle se retourna vers lui, et pour la première fois, elle lui sourit sans retenue. Un sourire entier, franc,
libre. Étienne répondit d'un léger hochement de tête. Il n'avait pas besoin de plus. Ce jour-là, ils ne partagèrent pas un lit, ni un baiser, ni une étreinte, mais quelque chose de profond avait changé. Une confiance s'était installée, lentement, patiemment, comme une graine mise en terre, en dehors de la saison. Et même si personne ne le voyait encore, cette graine commençait à germer. Le lendemain de la découverte de la serre, la maison respira différemment. Une chaleur nouvelle s'installa entre Clémence et Étienne, faite de regards francs, de gestes partagés et d'une attention mutuelle qui ne cherchait plus à se cacher derrière les convenances. Ce changement n'avait rien de spectaculaire, mais il s'imposait dans les détails les plus quotidiens. Le pain laissé sur la table n'était plus une simple nourriture, mais un geste. Le manteau posé près de la porte était une pensée pour l'autre. La chaise tirée, le bol servi, le silence partagé entre deux gorgées de café, tout devenait langage. L'automne touchait à sa fin. Les feuilles mortes s'amoncelaient au pied des arbres, le vent devenait plus sec, annonciateur des rigueurs de l'hiver. Les travaux des champs ralentissaient. Les animaux se faisaient plus calmes, le rythme des journées plus lent. Dans ce climat de transition, Étienne et Clémence trouvaient une forme de stabilité que ni l'un ni l'autre n'avaient anticipée. Ils n'avaient rien décidé. Ils n'avaient pas discuté de l'avenir. Mais chaque jour passé ensemble consolidait ce lien silencieux qui, sans faire de bruit, avait pris racine. Un matin, alors qu'une pluie fine s'abattait sur les toits de la ferme, Étienne frappa à la porte de la chambre de Clémence. Il tenait 2 manteaux sous le bras, les bottes déjà enfilées. « Viens avec moi », dit-il simplement. Elle n'hésita pas. Elle prit son châle, enfila ses chaussures et le suivit dehors. Le ciel était gris, bas, et l'odeur de terre mouillée s'élevait de partout. Ils traversèrent la cour, passèrent devant les étables, puis contournèrent la grange par le côté est. Là, un petit sentier à peine visible descendait vers une prairie que Clémence ne connaissait pas encore. La marche dura quelques minutes. Ni l'un ni l'autre ne parlait. La pluie les mouillait doucement, mais ils n'y prêtaient pas attention. Arrivé au bord du champ, Étienne s'arrêta. Face à eux, une parcelle de terre noire, fraîchement retournée, bordée de jeunes arbres, s'étendait. Au centre, une structure simple, un abri en bois, à demi ouvert, abritant quelques outils, une table, 2 chaises. Clémence s'approcha, les yeux interrogateurs. « Ce champ, je l'ai laissé à l'abandon depuis longtemps, » dit Étienne. « C'était celui que je devais exploiter avec mon père. On y avait mis nos espoirs, mais après sa mort, je n'ai plus pu y retourner. Il me rappelait trop de choses. » Il fit une pause, puis continua. « Il y a quelques semaines, j'ai commencé à le travailler à nouveau. Pour toi. Pour qu'on puisse y planter ensemble, à notre manière. Pas parce que c'est une obligation, mais parce que c'est une terre qui n'appartient plus au passé. » Clémence le regarda sans rien dire. Il poursuivit « Ce n'est pas un cadeau, c'est un début, un espace à construire ensemble, si tu veux. Ce n'est pas grand, ce n'est pas impressionnant, mais c'est à nous, si tu acceptes. » Elle entra sous l'abri, caressa la surface rugueuse de la table en bois, observa les outils soigneusement rangés, la terre prête à être semée. Il n'y avait pas de promesse officielle, pas de discours sur l'amour ou l'avenir, mais tout dans ce lieu, dans cette offrande, parlait d'engagement réel, de place faite, de reconnaissance lente, mais solide. Lorsqu'elle se retourna vers lui, Clémence souriait. Un sourire entier, sans réserve, sans peur. Elle avança jusqu'à lui, posa une main sur son bras, le regard plongé dans le sien. « Je veux bien, » dit-elle, « mais à une condition. » Étienne haussa légèrement les sourcils. Elle continua. « Que tu ne cesses jamais d'apprendre, ni à planter, ni à aimer. » Il hocha lentement la tête. « Je te le promets. » Et cette fois, ce mot, unique, n'était pas creux. Il portait tout le poids du passé, mais aussi la force tranquille de l'avenir. Ils restèrent là quelques minutes encore, à observer le champ, la pluie s'atténuant peu à peu autour d'eux. Puis, sans se concerter, ils s'assirent côte à côte sous l'abri. Le silence ne les gênait plus. Il était devenu complice. Ils portaient leur histoire, leurs cicatrices, leur renoncement et cette possibilité enfin ouverte de choisir, non plus par devoir, mais par envie. Lorsque le ciel s'éclaircit et que les premiers rayons de soleil percent les nuages, Étienne se tourne vers elle. Clémence, les yeux fermés, laisse la lumière toucher son visage. Il l'observe puis, doucement, l'embrasse. Ce n'est pas un baiser volé, ni précipité. C'est un baiser posé, lent, qui dit tout ce que les mots n'ont pas su formuler.
le respect, le désir contenu, la volonté de rester ensemble. Et cette fois, il n'y a plus de peur, plus de poids anciens, plus de doutes lancinants. Il n'y a que cette évidence simple, deux êtres qui ont choisi de se regarder vraiment et de marcher côte à côte. Clémence rouvre les yeux, le regarde et murmure simplement « enfin ». Et dans ce mot, il y a tout ce qu'elle avait attendu, tout ce qu'il avait fui et tout ce qu'ils avaient construit lentement, patiemment, au rythme du vrai.